Alors, sans plus tarder, ceux que vous attendez pour vrai, donc notre premier conférencier, M. Éric Pinault, qui est économiste et sociologue spécialiste de la sociologie économique et de la financiarisation de l'économie, également professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, qui vous présente une conférence intitulée « Comment sortir du néolibéralisme tardif, inégalité, stagnation et désorganisation sociale au Québec ». Monsieur Pinault. Merci beaucoup. Oh, ça, c'est pas allumé. Je vais commencer là. Il va l'allumer dès que... Ah, il va être allumé dès que moi, je vais parler dedans. OK, super. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je me suis donné un programme un peu vaste, mais je pense que mon objectif avec vous, c'est un peu d'installer le décor, donc de donner un cadre à cette réflexion sur la question économique et la question de la santé mentale. Alors, je vais procéder en trois temps. Je vais commencer par parler de la conjoncture actuelle en termes d'économie politique, pour un peu juste rappeler ce dans quoi on est actuellement. Et la deuxième partie de ma présentation, je veux beaucoup m'attarder à la question du néolibéralisme. Travailler avec vous pour arriver à défricher ce concept-là, puis l'apprivoiser pour que ça passe d'un slogan qu'on utilise, qu'on garoche des fois comme ça, à quelque chose qu'on peut manier pour comprendre et contester certaines logiques qui s'imposent depuis plusieurs années. Et si j'ai le temps, je vais essayer d'ancrer ça, cette définition du néolibéralisme, dans une trajectoire typique au Québec. On commence avec moi, on finit avec Jean-Martin Hassan, qui va être dans les solutions. J'ai la mauvaise réputation d'être plutôt noir quand je présente des scénarios, mais je pense que c'est important de prendre acte des limites et des contradictions dans lesquelles on est, et je pense que vous les connaissez, mais c'est peut-être une façon de les organiser un peu pour avoir une prise sur ces questions-là. Je vais commencer par la question de la conjoncture. Et là, je vais parler en termes économiques, c'est mon biais d'économiste. Vous la connaissez, cette conjoncture d'austérité. Vous travaillez dans des secteurs où vous vivez avec ce climat de compression, de désorganisation, de restructuration, et vous travaillez avec des gens qui sont affectés, qui sont fragilisés par ce climat très particulier qu'on a depuis 2010, depuis ce tournant, pas juste au Québec, c'est un tournant qu'a pris tous les grandes économies développées, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, vers des mesures d'austérité. Mais en même temps, un autre phénomène s'est pointé du nez, un phénomène typiquement économique, mais qui a des conséquences politiques et sociales très importantes. C'est que normalement, il faudrait peut-être déjà se le dire, c'est encore là, biais d'économiste, mais je vais le dire quand même, on est 7 ans après une crise. Normalement, dans un cycle économique standard, 7 ans après une crise, on devrait avoir du plein emploi, on devrait avoir des vagues très importantes d'investissement dans le secteur privé, on devrait avoir un gouvernement qui n'a pas juste l'équilibre budgétaire, mais qui est en surplus et qui ne sait plus comment dépenser son argent, on devrait avoir des travailleurs, des travailleuses qui ont obtenu des gains de revenus, des gains de salaire importants qui ont rattrapé finalement ce qu'ils ont perdu, et on devrait avoir un taux de croissance d'autour de 2 à 3 points plus élevé que le creux de la récession. Alors, le creux de la récession, juste quand on sort, on est autour de 1,3, donc on devrait être vers 3-4 % de taux de croissance. Et on devrait, et ça c'est ça c'est le côté déprimant de l'économie, de l'analyse économique, on devrait être en train de préparer la prochaine récession, qui devrait arriver normalement dans les 6-7 mois. Ça, c'est la trajectoire standard des économies depuis au moins les années 50. Or, regardez autour de vous, il n'y a pas de plein emploi. Les entreprises investissent peu, sont assises sur des milliards, ne dépensent pas. Les gouvernements font de l'austérité et ont des contraintes budgétaires extrêmement importantes. On a de la misère à aller chercher des revenus à dépenser.
je ne sais pas si vous avez eu, il y a peut-être des médecins spécialistes dans la salle. Si oui, bien, vous avez eu 28 d'augmentation de vos salaires. Mais bon, moi, je ne suis pas dans cette situation-là. Je peux vous dire que je n'ai pas vraiment eu d'augmentation. Je suis un peu en dessous de l'inflation. Puis je pense que la plupart d'entre vous ici, vous êtes un peu comme moi. On est en dessous de l'inflation. C'est-à-dire que depuis la crise, on perd du pouvoir d'achat chaque année. Mais bon, en même temps, au moins, on a du travail. On se dit ça. Donc, on est dans une situation complètement inédite sur le plan économique. Et ça a des effets politiques. Bon, ça a des effets, je pense, auprès des gens avec qui vous travaillez. On a des gens qui sont très fragiles, mais ça a des effets politiques aussi. C'est qu'on est pris dans une conjoncture où le gouvernement a de la difficulté à entrevoir une capacité de réinvestissement, a de la misère à entrevoir une possibilité de lancer des nouveaux programmes, d'innover, d'ouvrir des chantiers en termes d'investissements sociaux. C'est donc des effets qu'on peut parler carrément d'un cycle où austérité et stagnation se complètent et se renforcent mutuellement, et on a de la misère à voir le bout de ce tunnel-là. En même temps, et ça, je pense que c'est important de se le rappeler, puis je vais m'éloigner de cette question-là après, je vais juste le mentionner 2 secondes. En même temps, si vous regardez les profits des entreprises, si vous regardez le niveau de versement de dividendes dans l'économie, si vous regardez l'évolution des revenus du 1 %, eh bien, vous voyez une autre économie complètement différente. Vous voyez une économie qui a un taux de croissance très élevé, qui a un dynamisme sur le plan financier, des entreprises qui consacrent une part substantielle de leurs revenus pour verser des dividendes ou racheter des actions. Donc, on a 2 économies qui sont en position contradictoire. On a une économie réelle dans laquelle nous, on est pris comme salariés, qui ne va pas très bien et qui manque peu de dynamisme. On a une économie financière qui, elle, au contraire, est en pleine expansion, connaît un cycle d'accumulation très intensif. Et si vous êtes accroché à cette deuxième économie-là, eh bien, ça va très bien. Et donc, c'est comme si, finalement, on avait, et ça fait partie, selon moi, de la conjoncture, et ce n'est pas juste propre au Québec, là, c'est nord-américain, puis à la limite, ça concerne autant l'Europe que l'Amérique du Nord. On est dans une conjoncture où c'est comme si l'élite d'affaires, les gens qui dirigent les entreprises, n'ont plus besoin de croissance économique pour accumuler. Et les gens qui ont besoin de croissance économique, c'est nous, les travailleurs, les salariés, parce qu'on est dans une logique, on est pris dans, et ce n'est pas une logique, ce n'est pas une mentalité, c'est une logique objective, on est pris dans une logique où on a toujours élevé notre niveau de vie en partageant les gains de productivité, en partageant les gains de la croissance. C'est le modèle qui s'est mis en place dès les années 40, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est le modèle qui a marqué tout le développement du Québec, du Canada et de l'Amérique du Nord et de l'Europe. La croissance était partagée entre capital et travail, et donc la capacité, et c'était soit directement, on allait chercher une part de la croissance dans des augmentations de salaire, ou indirectement, la croissance était capturée par l'État via la fiscalité. On ponctionnait les entreprises, on ponctionnait les riches, puis on la renvoyait dans la société sous la forme de services publics, sous la forme d'emplois dans le secteur public ou dans le secteur parapublic ou dans le secteur communautaire. Cette machine-là est enrayée. Nous en avons encore besoin, mais c'est comme si l'élite, le 1 %, n'en a plus besoin et met tout en branle pour échapper à ces mécanismes-là. Tout le débat qu'on a actuellement au Québec et au Canada sur les paradis fiscaux, ça se résume à un effort de la part du 1 % de désolidarisation du reste de la société. On ne veut plus payer d'impôts, on n'en a pas besoin de ces services-là, on n'a pas besoin d'un État, on n'a pas besoin... On vit dans un autre monde, à une autre échelle, et donc on va se désolidariser. Et le message qu'on nous envoie, c'est « Organisez-vous entre vous, les salariés, comptez plus sur cette machine de redistribution parce que nous, on s'en désolidarise. » Et donc, la stagnation, la financiarisation, ce que je viens d'expliquer, le cycle d'accumulation financière dont j'ai expliqué, sont liés à un troisième facteur qui est cette montée des inégalités sociales. Il y a 2 façons de comprendre les inégalités qui se construisent devant nous dans notre société depuis une vingtaine, trentaine d'années, ces nouvelles inégalités. On peut les comprendre, prenez l'image d'une échelle, la stratification.
On peut les comprendre comme une échelle qui s'allonge de plus en plus. Il y a de plus en plus de distance entre chaque marche dans l'échelle et ça s'allonge. Et cet allongement des strates, on l'explique en économie par toutes sortes de causes. On va dire changement technologique favorise les travailleurs plus qualifiés, mondialisation défavorise les travailleurs moins qualifiés, pression de la concurrence internationale. On a toutes sortes de belles théories pour expliquer cette stratification, cette différenciation à l'intérieur des gens qui travaillent de revenus. Mais il y a une autre forme d'inégalité qui, elle, me semble plus prégnante et plus inquiétante, et c'est ce décrochage d'une petite fraction de la société. Alors là, on oublie l'image de l'échelle et on parle d'une polarisation. On parle d'un petit groupe et d'un gros groupe. C'est tout le langage du 1% versus le 99%. Ces inégalités-là sont beaucoup plus profondes et c'est elles qui s'accélèrent. Alors, ces inégalités-là, moi, je crois qu'il faut vraiment prendre au sérieux cette idée que c'est un processus de désolidarisation de la part d'une élite. Et en même temps, ces inégalités sont le résultat de lutte sociale. On a toujours compris, et là je m'en vais vers ma définition du néolibéralisme, on a un réflexe politique et social de penser qu'une lutte sociale, c'est toujours la mobilisation des démunis, ou la mobilisation des travailleurs, ou la mobilisation des mouvements sociaux contre l'ordre établi, pour changer, pour le progrès. Eh bien, le néolibéralisme, malheureusement, c'est une lutte sociale très différente. C'est la mobilisation de l'élite contre la société. C'est une lutte de classe par le haut contre le reste de la société. C'est comme ça qu'on pense le néolibéralisme de plus en plus, surtout ce qu'on appelle le néolibéralisme tardif. Et c'est dans ça qu'on est pris, tant au Québec qu'au Canada, qu'ailleurs dans les pays développés, qu'on regarde ce qui se passe en France actuellement avec la loi du travail et la mobilisation contre la loi du travail, qu'on regarde les politiques du gouvernement Couillard mis en place depuis qu'il est élu, mais même avant les politiques de Jean Charest, et je vais aller dans le détail dans quelques minutes. Il faut, je pense, de plus en plus considérer qu'on est pris dans une lutte sociale, mais cette lutte sociale, ce n'est pas nous qui sommes à l'offensive. Il y a des gens devant nous qui sont à l'offensive, qui savent où ils vont. Ce n'est pas un complot, c'est un groupe social qui a une vision de la société qu'il tente d'imposer à travers un rapport de force. Je ne parle pas du tout d'un complot. Quand Raymond Bachand, ancien président du Conseil du Trésor de Jean Charest, qui présente le premier gros budget d'austérité au Québec après la crise de 2008, son budget de 2010, nous dit qu'il faut une révolution culturelle au Québec. Quand on utilise ce vocabulaire-là de révolution culturelle, et il commence à parler de tarification, de transformation profonde de l'État, eh bien, c'est un discours d'offensive sociale. D'habitude, révolution culturelle, ça ne vient pas d'un gouvernement de droite. D'habitude, la révolution culturelle, c'est plutôt des groupes des années 70 qui nous parlaient de ça avec un espèce de folklore particulier, quand on pense au groupe marxiste. Mais qu'un ministre d'un gouvernement de droite nous parle dans ce vocabulaire-là, ça veut dire qu'il y a une nouvelle donne sur le plan politique. Alors, je veux maintenant rentrer dans cette nouvelle donne-là. Je veux parler un peu du néolibéralisme. J'utilise l'expression néolibéralisme tardif, je veux juste clarifier, parce que de mon point de vue, il y a une histoire longue du néolibéralisme. C'est quelque chose qui commence dès les années 70 et qui se consolide à travers les années 80-90. Et la crise de 2008, c'est la première crise de ce régime politique. C'est une crise engendrée par les réformes néolibérales dans le domaine essentiellement financier. La déréglementation et l'excroissance qu'on a permis à la finance sous ce régime. Donc, le néolibéralisme tardif, c'est celui qui vient après la crise de 2008-2009. Et ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est intimement attaché à l'austérité, premièrement. Et deuxièmement, il est beaucoup plus offensif. Le néolibéralisme tardif, je vais y revenir dans quelques minutes, carbure au conflit. En fait, une des caractéristiques, et ça, on le voit avec le gouvernement Couillard, une des caractéristiques de ce néolibéralisme, c'est d'utiliser les conflits sociaux comme moteur de changement. On provoque des conflits et de cette manière, on peut amener des changements dans la société, amener des changements dans le mode de fonctionnement de l'État.
Alors, commençons par, en général, le néolibéralisme. Comment on peut le définir? Eh bien, souvent, on va se donner une première définition en partant de valeurs. On va dire les valeurs néolibérales sont l'individualisme, le marché, l'entrepreneurship, l'idée de méfiance envers tout ce qui est collectif, la responsabilisation individuelle plutôt que collective. Ce sont des valeurs souvent qu'on associe au néolibéralisme. Il y a peut-être deux autres valeurs importantes qu'on voit moins souvent, mais qui sont, à mon sens, centrales. Le néolibéralisme est progressiste. Il n'est pas conservateur. Il ne veut pas préserver l'ordre établi, il veut le changer. Il fait même du changement son principe de gouvernance. Et ça, c'est important. Ça veut dire que dans le débat public et dans les luttes sociales, souvent, nous, on se ramasse à être des agents de conservation, de lutte pour essayer de garder les choses en un morceau, de sauver des acquis. Puis on a devant nous des gens qui ont un discours de changement social. On n'est pas habitué de raisonner comme ça, là. On est habitué d'être les progressistes et c'est eux qui veulent. Eh bien là, tout à coup, oups, on se ramasse de l'autre côté de l'échiquier. C'est pas évident. Et là, il faut domestiquer tout un nouveau vocabulaire, toute une nouvelle façon de voir notre propre pratique. Autre valeur centrale, à part le progressisme, le néolibéralisme cherche l'inégalité des résultats. C'est extrêmement important. C'est le principe au cœur du néolibéralisme. Égalité des chances, oui, on est d'accord avec ça. On n'est pas dans le libéralisme classique du 19e, 18e siècle. Non, égalité des chances, tout le monde, on part tous de la même ligne ici, mais c'est extrêmement important qu'à l'autre bout, il y en ait en avant puis qu'il y en ait en arrière, qu'il y ait un triage de faits. Et les politiques sociales qu'on va mettre en place vont viser à générer cette inégalité de résultats qui est valorisée dans les politiques néolibérales. Et là, il y a des mots très ambigus pour parler de ça. Il y a tout un vocabulaire que même nous, dans notre pratique sociale, on va apprivoiser. Je pense à tout le vocabulaire de la capacitation. Eh bien, le paradigme de la capacitation, c'est justement un paradigme qui fonctionne à partir du principe de l'inégalité des résultats. Mais on va y revenir dans quelques minutes. Il est très ambigu. Alors, dans le mot néolibéralisme, il y a néo. Pourquoi néo? Bien, il y a deux affaires nouvelles par rapport au libéralisme classique, puis c'est important de les avoir en tête. Pour les néolibéraux, les marchés ne sont pas naturels. Le marché, ce n'est pas spontané. Le marché, c'est quelque chose qu'il faut créer de toutes pièces. Il faut créer des marchés partout. Pourquoi? Parce que le principe de la concurrence marchande, c'est un principe d'efficacité pour eux et de justice. Le marché, pour eux, est toujours plus juste que les mécanismes de décision bureaucratique ou collective. Et donc, plutôt que de laisser faire, laisser aller, on pense toujours que le néolibéralisme, c'est laisser faire, laisser aller. Non, les politiques néolibérales visent à créer des marchés là où il n'y en a pas. C'est donc des politiques très interventionnistes. Je pense que ça, vous le savez, dans votre pratique, vous voyez ces interventions. Donc, on vise à introduire la concurrence parce qu'on pense que la concurrence génère des résultats que d'autres modes d'organisation collective ne génère pas. Et donc, on va intervenir partout pour forcer la création de situations de concurrence. Deuxième aspect central au néolibéralisme, le premier, c'est la représentation de l'action. Représentation de l'individu, alors on dit tout le temps, c'est l'individu entrepreneur, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire qu'on passe d'un discours, moi je le vois en économie, où on valorise le travail, on parle de travailleurs, à l'idée qu'on est tous porteurs de capital. On utilise l'expression capital humain. On a tous un capital à valoriser. Il n'y a plus de séparation capital-travail. Il n'y a plus de tension entre le monde du salaire et le monde du profit. Non, on est tous ensemble porteurs de capitaux. Il y en a qui c'est des capitaux qui sont à la banque, il y en a qui sont des capitaux qui sont figés dans des machines, et d'autres, c'est du capital humain. Donc, ce discours du capital humain dans lequel on doit investir, qu'il faut mobiliser, qui est un levier pour le développement de chaque personne, c'est une conception très entrepreneuriale de l'individu. Troisième dimension, l'individu dans la société néolibérale, on garde ce vocabulaire du risque de la période de l'État-providence. Hein. L'État-providence vise à protéger l'individu du risque social. Au début, c'est le risque d'accident de travail. Après ça, c'est le risque de chômage. Après ça, c'est le risque de santé. L'État
Pas revenu, mais... Oui, OK, c'est revenu. Super. Vise à protéger les individus des risques sociaux. Dans le néolibéralisme, on inverse la logique. C'est plus la société qui est un risque pour l'individu, c'est l'individu qui est un risque pour la société, et on crée des politiques sociales qui visent à protéger la société du risque que représente chaque individu. C'est le type de politique sociale qu'on va développer. Il faut protéger la société contre les individus qui sont des vecteurs de risque. Alors, on va avoir une politique de soutien aux personnes marginalisées, mais pas dans une logique d'assister à leur développement, dans une logique de protéger la société contre les coûts sociaux, les coûts financiers que ces individus représentent éventuellement. Pensez à tout le débat un peu selon moi, fantasque qu'on a eu dans les années 90 sur l'enfant pauvre, la figure de l'enfant pauvre. On a tout revu au fédéral nos politiques sociales à partir de cette idée qu'il fallait protéger la société de ces enfants pauvres qui vont être des coûts plus tard. Mais un enfant pauvre, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est une famille pauvre. C'est une mère monoparentale contrainte d'élever son enfant dans des situations très problématiques. Mais cette figure de l'enfant pauvre, c'est justement la figure de cet individu qui est un risque pour la société. Dernier, et dans cette protection de la société contre l'individu, aussi protéger l'État contre lui-même. Les néolibéraux comprennent que l'État, et surtout la fonction publique, que les ministères, que les institutions publiques se donnent des missions collectives et vont tout mettre en œuvre pour poursuivre leur mission. Et la logique néolibérale veut qu'il faut protéger le gouvernement contre cette tendance à l'expansion. Donc, c'est constamment un travail de lutte pour restreindre un État qui veut, lui, s'agrandir en fonction de ses missions. Dernier principe, et non le moindre, c'est un principe extrêmement important, surtout dans le cadre de ce que j'appelle le néolibéralisme tardif, le conflit. Les néolibéraux se disent, et ça, c'est la leçon qu'ils ont appris des années 70. Pendant les années 70, c'est les mouvements sociaux par le conflit qui sont en train de transformer profondément la société. L'élite d'affaires a peur. Et le néolibéralisme, dans un premier temps, c'est une réaction à cette offensive salariale des années 70. Et ils se disent, on ne veut plus jamais se faire déterminer ou capturer par des conflits menés par le bas. Et donc, il faut dorénavant mener les conflits du haut. Il faut que nous passons à l'offensive pour que les conflits, parce que toute société est traversée par des conflits, il faut que ces conflits viennent du haut et qu'on les pilote, que nous passons à l'offensive. Dès qu'on va travailler à une réforme, il faut provoquer le conflit pour contrôler ce conflit de manière à faire déboucher la réforme dans le sens qu'on le veut. Le cas classique au Québec qu'on a vu, bien, il y en a trois en fait, trois cas classiques. Le premier, c'est le conflit étudiant, qui est un conflit, qu'on le sait, de 2012, qui est entièrement provoqué par le gouvernement libéral, planifié, provoqué, géré, et bon, ça a foiré, mais c'était quelque chose qui a été entièrement provoqué. Après ça, on a le conflit qui a été déclenché contre la fonction publique municipale autour de la question des retraites, qui était un conflit encore là qui a été provoqué. Et on vient de passer dans les dernières négos du secteur public à travers un troisième conflit qui permettait d'introduire toutes ces importantes réformes pendant qu'on met tout le monde dans la rue pour des salaires. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a un ministre de la Santé qui en profite pour restructurer intégralement, pour changer complètement le visage du système de santé au Québec. Et nous, on est pris dans la rue à essayer de défendre nos conditions de travail, nos conditions de vie, puis nos salaires. On s'est fait passer un beau sapin parce que la vraie réforme, c'était le ministre qui l'amenait par en arrière, puis la même chose se prépare en éducation. Donc, la conflictualisation des rapports sociaux. Il me reste, juste pour avoir une idée, 10 minutes, parfait, OK. Cette conflictualisation des rapports sociaux, elle a une dimension très particulière au Québec. On n'est pas habitué à ça pour une raison simple, c'est que, alors je parlais tantôt de l'histoire longue du néolibéralisme. On peut penser à l'élection de Reagan aux États-Unis, on peut penser à l'élection de Thatcher au Royaume-Uni, on peut penser chez nous à Mulroney. Donc, après ces années 70, où les mouvements sociaux, les syndicats et les mouvements féministes mènent les conflits sociaux, les années 80, c'est une période de réaction.
Dans plusieurs sociétés, cette période de réaction, elle est très conflictuelle. Pensons là, aux États-Unis, la grande grève des contrôleurs aériens que Reagan y met à la porte d'un coup. Pensez aux grèves des travailleurs dans le secteur du charbon au Royaume-Uni. Donc, beaucoup de conflits. Au Québec, ça se présente très différemment. Au Québec, devant l'exigence de restructuration économique et sociale qui apparaît au début des années 80, dans le cadre de la première grande récession là, en 1980, la réaction, c'est le sommet sur l'emploi. Le sommet sur l'emploi, c'est Louis Laberge, Ghislain Dufault, Conseil du patronat, et René Lévesque, les trois qui se disent « on va trouver un régime de restructuration négocié. On va apprendre à piloter à travers ces changements économiques par le biais d'une démarche partenariale. On va construire des instances de concertation de manière à piloter ou à orienter, en évitant le conflit, ces changements. » Au début, c'est juste l'FTQ qui embarque. Ça prend un certain temps avant que la CSN, en CSN, c'est 86, et la CEQ embarque dans ce nouveau régime partenarial. Mais on a donc vécu un néolibéralisme de la concertation des années 80-90 jusqu'au début 2000. Ailleurs, le mouvement syndical, ailleurs en Amérique du Nord, s'effondre. Regardez les taux de syndicalisation du secteur privé aux États-Unis, c'est 8 %. Nous, on est encore par-dessus la barre des 30. On a maintenu des lois du travail, un droit du travail très progressiste. On est même allé chercher des acquis sociaux importants pendant cette période. On était à l'avant-garde au niveau des congés parentaux, les CPE, l'équité salariale. Donc, cette période, on a été capable, malgré les gouvernements de droite qui se succédaient les uns après les autres, malgré même un PQ qui se fait le champion de l'équilibre budgétaire avec sa loi du déficit zéro, en sous-Bouchard, on était capable, à travers les sommets, à travers un ensemble, toute une culture de la concertation, à travers un foisonnement de lieux de consultation, une décentralisation de la décision politique au Québec, avec les CLD au niveau local, avec plein d'instances où on se rencontre et où les politiques sociales et économiques s'élaborent dans le cadre d'une multiplication d'instances, une espèce de grand effort de dialogue social. On était capable donc de mitiger une grande partie des réformes néolibérales, on les a subies quand même, mais de mitiger ou au moins d'avoir une prise. Et donc, nous, mouvements sociaux, notre mouvement syndical, on a développé une culture de la concertation. Le mouvement syndical, il appelle ça la négociation raisonnée. Le mouvement communautaire, on appelle ça la concertation, la recherche de partenaires. L'idée que quand on a une décision importante et contradictoire, conflictuelle, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va chercher la partie en face, puis on se dit, on va s'asseoir, puis on va trouver une solution gagnante-gagnante. On a un réflexe comme ça. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à partir du gouvernement Charest, on a tout mis en branle pour détruire cette façon de gouverner au Québec. La révolution culturelle que cherche à accomplir Bachand, mais que Charest voulait accomplir, c'était de détruire cette culture-là pour avoir un néolibéralisme beaucoup plus centralisé, beaucoup plus conflictuel. Je considère que de 82 à 2012, on est dans le cycle de la concertation. Et 2012, je peux même vous dire la date, au Salon du Plan Nord, quand Jean Charest fait ses farces et que les 1000 personnes dans la salle se mettent à rire, pour moi, c'est un moment, là, c'est le sociologue qui parle plus que l'économiste, c'est un moment de conscience de classe. Là, l'élite, ils se disent « Hey, c'est nous le Québec. C'est pas eux dehors en train de se faire gazer, les syndicats, les étudiants, les gratteux de guitare. Non, c'est nous le Québec. Nous avons un projet pour le Québec. Nous savons où le Québec doit aller et on n'a plus besoin d'eux. » Il y a une prise de conscience collective et ça marque, selon moi, l'entrée dans une nouvelle ère marquée par une nouvelle culture sociale avec 3 grands principes. Conflictualisation des rapports sociaux, c'est ce que cherche à faire constamment le gouvernement. Centralisation, comme on n'a jamais vu ça au Québec, de la décision politique. Moi, je travaille plus dans le domaine du développement économique communautaire. Là. Ils ont scrappé, en une loi, ils ont éliminé toutes les structures mises en place pendant 15 ans. Plus de CLD, plus de CRE, plus rien. Là. Paf, on se ramasse en région, il n'y a rien. Tu veux parler avec quelqu'un, mais tu peux appeler ton député, c'est tout. Puis c'est dans l'opposition, bien oubliez ça.
Dans le domaine de la santé, les gens le dénoncent. C'est le ministre et son bureau qui gèrent de manière extrêmement centralisée tout le processus de réforme. C'est presque, il va commencer à engager les préposés aux bénéficiaires lui-même, passer les entrevues tant qu'à faire. C'est une centralisation. Puis le troisième aspect, c'est la restructuration permanente. Avant, c'était on co-construit nos instances, on co-construit la façon dont on produit les services. Là, c'est fini, ça. Là. Non. Là, on engage des firmes extérieures, de consultants. Ils rentrent, puis ils arrivent avec le beau projet de réforme organisationnelle. Puis comme il faut donner des contrats à ces firmes-là aux 2 ans, eh bien, on se ramasse aux 2 ans avec une nouvelle énième réforme organisationnelle, restructuration, lean ci, lean ça. C'est un processus sans fin. C'est ce qu'on appelle la grande désorganisation. Alors, nous, de l'autre côté, on est comment? Eh bien, nous, on a une culture du partenariat, de la concertation. Fait que nous, on s'assoit là. On est là, puis on s'assoit devant la table, puis on attend. Puis on attend. Puis il n'y a personne qui vient. Puis ils ne viendront plus, c'est fini ce temps-là. C'est ça le premier problème. Ils nous forcent à sortir dans la rue parce que c'est ce qu'ils veulent et nous, on a perdu nos réflexes de lutte sociale. On ne sait pas trop dans le contexte actuel avec des radios poubelles, avec un mouvement syndical un peu fragile, avec une mentalité sociale un peu à droite. Comment se mobiliser puis comment agir dans ce contexte-là? Puis on se sent pris au piège qu'on est forcé de sortir dans la rue dans le conflit. Donc on a une culture de partenariat puis on est face à des gens qui veulent le conflit. On pense toujours en termes démocratiques et décentralisés. On se dit, bien, pour prendre une décision, on va se réunir entre nous, on va établir un consensus. Après ça, on va monter d'une échelle, on va aller de la région au niveau national, on va créer un consensus sectoriel, on va inviter les parties prenantes importantes, on va dialoguer, Non, la décision est déjà prise, le ministre a décidé, bang, ça tombe. Tu fais, attends, on commence juste à débattre de comment on pourrait peut-être arriver à une décision, puis vous nous dites, voici la nouvelle règle. Donc, on est dans une culture plutôt démocratique, et décentralisé face à un processus extrêmement centralisé, très rapide, exécutif. Ça passe même plus par les voies législatives. C'est la décision exécutive qui tombe. Et cette mentalité-là du leader qui prend les décisions qui tombent, elle est à Québec, elle est dans les grandes organisations, elle traverse le secteur privé, évidemment, aussi. Troisième aspect, on est des agents de changement. On aimerait ça, transformer la façon dont les services publics ou le secteur communautaire fonctionne. On a plein d'idées sur comment mieux faire ce qu'on fait. On a plein d'idées sur comment mieux organiser le travail dans le public, dans le privé. On est des innovateurs, mais on est présenté, puis on se fait coincer dans la position de conservateurs qui veulent maintenir ce qui existe, qui veulent juste sauver les acquis. On se fait enlever notre rôle. On se fait dire, non, vous êtes des agents pas de changement, vous êtes des agents du statu quo. Vous ne connaissez rien en plus, puis on ne va pas vous consulter. Donc, on se fait prendre dans des démarches de restructuration, et on se fait dire quoi faire, comme si nous n'avions pas d'input positif, comme si nous n'avions pas d'idée sur comment les choses pourraient être faites autrement. Et donc, ça, c'est le dernier aspect de cette triple condition du néolibéralisme tardif. Conflit, centralisation, restructuration permanente. Alors, c'est les paramètres plutôt déprimants à l'intérieur duquel, mais je pense que c'est important de les voir. Ces paramètres-là, c'est la façon que l'élite actuelle pense pouvoir maintenir le processus de désolidarisation qui est en cours. Alors, face à ça, je pense que ça va prendre, puis je n'ai pas de grande réponse, mais j'ai des petites idées. Ça va prendre, de notre part, peut-être des changements au niveau de notre stratégie. Je pense, premièrement, qu'il va falloir renforcer nos alliances avec d'autres acteurs, renforcer nos alliances avec le mouvement syndical, renforcer nos alliances dans l'intérieur du mouvement communautaire, avec le mouvement étudiant, éventuellement avec le mouvement environnemental, puis dans un premier temps, commencer à travailler en arrêtant d'interpeller le gouvernement. En sortant de la logique partenariale qu'eux ne veulent plus anyway. Comment on pourrait se donner, alors au niveau du développement régional, c'est un peu là où on en est, au niveau de repenser le développement régional. Dans un premier temps, il faut que nous, on se donne une assise, on se donne un principe de fonctionnement, on se donne des instances, on se donne une légitimité
sans la partie gouvernementale pour après peut-être commencer à interpeller. Mais dans un premier temps, je pense, et il faut réapprendre à lutter. Et ça, vraiment, et je n'ai pas de solution miracle. Je suis moi-même pris dans une université où on est en négociation de convention collective depuis 3 ans. On n'est même pas capable de faire une grève, on ne sait pas trop comment. Puis il faut qu'on réapprenne, et je n'ai pas de solution miracle, mais je sais juste que nous sommes pris dans une situation de conflictualisation et il va falloir apprendre à agir dans ce contexte-là. Voilà en gros les paramètres qui sont les nôtres. Je pense que c'est bon. Je vais arrêter là-dessus. Puis on en discutera tantôt pendant la période de questions. Mais je pense que c'est important d'être lucide, mais en même temps, ça nous permet aussi de comprendre où on peut agir, puis où on peut, dans quel contexte on se ramasse. Voilà, merci beaucoup. Veux-tu que je reste là? Oui, c'est ça. Okay. Merci beaucoup, M. Pinault. C'est effectivement un peu déprimant, mais c'est fascinant en même temps. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est de rappeler que les tenants du néolibéralisme sont des progressistes. Effectivement, ça peut expliquer pourquoi les groupes sociaux ont de la difficulté à se positionner stratégiquement et à rallier l'opinion publique actuellement.